Voilà. Activez la caméra. Donc voilà, on va commencer, Inch'Allah. Prenez la page 44 de l'ouvrage. Les types de leaders selon Maccoby. Salma, je vous demande, s'il vous plaît, d'enregistrer cette séance pour les étudiants absents. Alors, les types de leaders selon Maccoby. Donc, avant de développer cette partie, j'aimerais bien rappeler un petit peu la définition du leadership. Alors, comment on a défini le leadership? Une dernière séance, comment on a défini le leadership? Quelle est la définition du leadership? Monsieur, Attendez. Oui, Hajar, oui, c'est le pouvoir influencer sur d'autres une seule personne. individus. J'ai dit Hajar, donc Hajar. Oui, Alors donc c'est le pouvoir d'influence. C'est un pouvoir oui. d'influence sur les autres. Voilà. Alors maintenant, il y a un certain auteur qui s'appelle Maccoby qui a écrit un ouvrage très très célèbre, d'accord? C'était un best-seller dans les années 80, 1980, qui s'appelait The Gamesman. Gamesman, le joueur. Dans cet ouvrage, l'auteur décrit les styles de leadership qu'on trouve au sein des organisations et met en relief un style qu'il appelle Gamesman, le joueur, comme le style parfait, d'accord, comme le meilleur style pour comment dire, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. D'accord, je vais mettre le mode silencieux. Voilà. Alors, comme le meilleur style pour mobiliser l'intelligence des autres. Alors, d'abord, Maccoby, il fait remarquer qu'il est très difficile pour le dirigeant de passer d'une logique d'autorité à une logique de délégation de pouvoir. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi il est très difficile pour un dirigeant de déléguer une partie de son pouvoir? Tout simplement parce qu'il a peur qu'on empiète sur son terrain de pouvoir. Et l'homme de nature aime diriger, aime donner des instructions, aime influencer. Donc, c'est même un besoin, selon McClelland, dans sa théorie de besoin, la théorie de besoin de McClelland, le pouvoir est parmi les besoins de l'être humain. Il parle de deux pouvoirs, le pouvoir, pardon, il parle de trois types de besoins, à savoir des besoins d'appartenance, l'appartenance, c'est un besoin social. L'être humain est de nature sociale, donc il aime toujours vivre en groupe. Donc, c'est pour ça tout le monde, chacun de nous, il a ce pouvoir, d'accord, d'appartenance. Puis il parle de pouvoir, plutôt le besoin d'appartenance. Puis il y a le besoin de pouvoir et enfin il parle du besoin d'accomplissement. C'est la même chose que la pyramide de Maslow, d'accord? Sauf que McClelland, il a résumé l'ensemble de ce besoin en trois types de besoins, à savoir le besoin d'appartenance, le besoin de pouvoir et enfin le besoin d'accomplissement. Alors, chacun de nous, d'accord, a ce besoin intrinsèque, c'est un besoin en nous qui est le besoin de pouvoir, d'accord, d'exercer une influence sur les autres, d'accord, de diriger, d'accord. Bref, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un hadith à ce titre, une tradition prophétique, lorsqu'ils lui ont posé la question sur le pouvoir, il a dit ni'ma, ni'ma al-murdi'a wa bi'sa al-fatima, ni'ma al-murdi'a wa bi'sa al-fatima. Donc, je ne sais pas si vous avez compris le sens de ce hadith. C'est comme, c'est-à-dire lorsqu'on donne le pouvoir à une personne, c'est comme le lait maternel, ni'ma al-murdi'a. C'est-à-dire que la personne euh, aime et aime bien, d'accord, aime bien comment dire, euh, surtout le bébé. Lorsque sa maman lui donne du lait maternel, il est satisfait, il aime bien,
Mais lorsqu'on coupe, c'est-à-dire lorsque la maman coupe, c'est-à-dire lorsqu'on vient à la période de l'FEPAM, lorsqu'on coupe un petit peu cette habitude de l'allaitement, l'enfant commence à faire des caprices, à crier, à faire des caprices. Il faut du temps pour que, comment dire, l'enfant, ou plutôt le bébé, s'habitue. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Lorsqu'on donne à une personne du pouvoir, c'est comme le lait maternel, il refuse de le partager, il refuse même de l'abandonner. Il s'attache il fait tous ses efforts pour s'attacher à ce lait. D'accord? Une fois que sa maman veut arrêter, d'accord, cette habitude, ben, il commence à faire des caprices. La même chose. Quelqu'un à qui on donne un pouvoir, c'est pour ça le professeur Sallam, le professeur Sallam, c'est une métaphore, une métaphore. D'accord, il est bien cette métaphore. Et lorsqu'on arrête le lait maternel à le bébé, il commence à faire des caprices. Et c'est comme ça, l'homme. Il y a même des responsables ou des dirigeants, lorsque on leur enlève le pouvoir, ils s'attachent, ils sont prêts à faire même comment dire, des drames, même ça vous voyez souvent ça dans les médias, même déclarer des guerres, même tuer, même faire beaucoup de mal pour garder le pouvoir. Bref, donc je reviens à Maccoby. Maccoby, il a dit qu'il est très difficile de passer pour un dirigeant, de passer d'une logique d'autorité à une logique de délégation de pouvoir ou encore de coopération, car son profil peut varier. Là, il a donné plusieurs profils, quant à façon, bien sûr, de gérer les hommes dans sa relation apparente au pouvoir. Alors, l'auteur a mis en évidence 4 styles de dirigeants. Alors, le premier style, l'auteur l'appelle le carnassier. Carnassier, c'est un homme têtu, d'accord, et autoritaire. Un homme têtu et autoritaire, c'est l'homme de pouvoir et de risque. Si on regarde sur le tableau en bas de la page, donc regardez un petit peu les motivations. C'est quelqu'un qui, comment dire, le carnassier, c'est quelqu'un qui est motivé par le pouvoir. Il est prêt même à prendre des risques au détriment de son organisation, au détriment de l'avenir de son organisation, au détriment même de l'intérêt de ses subordonnés. Et son caractère, il est individualiste. Donc, les relations sont utilitaristes et brutales. Donc, مصلحي في العلاقة ديالو. Donc, c'est quelqu'un qui, comment dire, il est bien avec toi seulement pour son intérêt. En même temps, il peut couper d'une manière brutale les relations avec ses subordonnés ou les personnes qui travaillent avec lui. Donc, son profil de leadership, c'est quelqu'un d'autoritaire. Donc, à ce type, si on a des personnes au sein de l'organisation qui ont ce profil, il ne faut pas leur donner la responsabilité de diriger des personnes parce qu'ils vont manifester un style de leadership autoritaire. Bref, voilà un petit peu le premier style cité par Maccoby. Deuxième style comment dire, de dirigeant, c'est le craftsman. Craftsman, c'est l'homme de métier. La même chose, c'est quelqu'un qui est individualiste, d'accord? Il est travailleur, c'est quelqu'un qui maîtrise bien son travail, c'est quelqu'un de bosseur, c'est quelqu'un qui maîtrise l'aspect technique de son travail. Et si vous regardez un petit peu le profil, regardez Craftsman, ce qu'il appelle l'auteur homme de métier, la motivation, c'est toujours, il cherche à bien faire son travail, il maîtrise l'aspect technique, il maîtrise un petit peu son travail, c'est un bosseur, son caractère, il est travailleur, bosseur, mais il est individualiste. Il refuse de travailler en groupe. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça qui travaillent très bien, d'accord, mais ils préfèrent travailler seuls. Donc, les relations, donc, on est dans l'isolement. Et le leadership de ce type de profil ou de dirigeant, c'est très faible. Alors, pour le companyman, c'est l'homme d'appareil, c'est l'équivalent d'un manager, selon Maccoby. C'est un homme prudent qui aime aller sur le terrain. Sa motivation, c'est toujours fonctionnement méthodique. Il travaille par des procédures. Il est prudent, il a un caractère prudent. Il arrive à nouer ou à développer des relations interpersonnelles. Et enfin, c'est quelqu'un qui travaille par des procédures. Donc, c'est un leader procédural. Donc, il travaille par des procédures.
Il se fie plus aux méthodes et aux procédures. Par contre, le dernier style, c'est le style gamesman, le joueur, qui est considéré par Maccoby comme un homme d'équipe. C'est quelqu'un d'entreprenant, collectif. En même temps, il a le style d'animateur. D'accord? Il anime et crée une dynamique au sein de son groupe. Alors, si on va un petit peu dans le tableau, le style de ce type de dirigeant, ce que l'auteur appelle gamesman ou le joueur. Et donc, sa motivation, c'est un stratège, il cherche toujours la victoire, donc il cherche la performance. Son caractère, il est entreprenant, donc il est collectif. En même temps, c'est un joueur, d'accord? Il sait bien placer les bonnes personnes au bon poste. En même temps, il développe des relations coopératives et motivantes. Et il a un style d'animateur, d'accord? Un style d'animateur. Pour Maccoby, c'est le meilleur style, d'accord? Le meilleur style de leadership, c'est-à-dire le gamesman ou le dirigeant de type gamesman est le meilleur style de leadership, d'accord? Le meilleur style de leadership est le plus apte à mobiliser, toute l'intelligence des hommes autour des objectifs respectifs de l'organisation. Donc, c'est ce style qui arrive à mobiliser l'intelligence. Donc, il ne sous-estime pas l'intelligence de ses membres. Il arrive toujours à mobiliser cette intelligence de tous les membres, d'accord? Et à faire sortir de tout ce qui est positif, d'accord, pour l'organisation. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de questions à ce niveau-là? J'attends votre réaction. Non, monsieur. Vous n'avez pas de questions? Non. Oui? Le dernier paragraphe, oui, le dernier, oui, je vous écoute. Le dernier paragraphe, c'est-à-dire la mobilisation de l'intelligence des hommes. Bah, on a dit c'est des gamesmen, le joueur. Alors, juste à titre de rappel, Maccoby a décrit dans son ouvrage une typologie de leaders, c'est-à-dire il a décrit 4 types de leaders, de dirigeants plutôt, de dirigeants. Le carnassier, le craftsman, le companyman et le gamesman. D'accord? Alors, il a décrit la motivation, le caractère et les relations, ainsi que le style de leadership de chaque style de dirigeant. Et enfin, il conclut, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le meilleur style, c'est le gamesman. D'accord, le gamesman. Est-ce que c'est clair? C'est Oui. clair? D'accord. Je vais voir avec l'autre groupe de Google Meet, c'est Google Meet. Donc, pour voir est-ce qu'ils arrivent à suivre. Il n'y a pas de questions de votre part? Ceux qui sont sur Google Meet, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de. C'est clair, très clair? Monsieur, Oui. la différence entre carnassier et craftsman. Alors, carnassier, on a dit, c'est quelqu'un d'autoritaire. D'accord? Oui. Le craftsman, on a dit, le craftsman, c'est quelqu'un qui a un profil de leadership très faible parce qu'il est individualiste. Il préfère travailler seul. C'est bon, Oui. même s'il maîtrise bien son travail. Mais ce type de dirigeant, il ne faut pas lui donner une équipe à diriger. Peut-être il faut lui donner une mission à réaliser. Il va tout seul. S'il s'agit d'une mission qui nécessite un travail individuel, vaut mieux lui donner ce type de travail au craftsman. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, on passe. Vos collègues tout à l'heure, ils m'ont dit, de l'autre groupe, ils m'ont dit, est-ce que le leadership de type gamesman est le style parfait? J'ai dit, il n'y a pas de style parfait. D'accord? Il n'y a pas de style parfait parce que tout dépend
du contexte. Tout dépend du contexte. Il n'y a pas de one best way. Est-ce que c'est clair? J'explique autrement. Il y a l'approche contingente. Lorsque je dis une approche contingente, c'est-à-dire qu'une approche qui prend en considération le contexte, siyaq. D'accord? المحيط الذي يعمل فيه القائد. Donc, il y a un spécialiste dans ce domaine, dans le leadership, qui s'appelle RC, qui a développé une approche très intelligente du leadership. Cette approche s'appelle leadership situationnel. C'est-à-dire que votre style peut varier en fonction de la situation. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, le mauvais leader, c'est celui qui a un seul style. Et RC rappelle que normalement, votre leadership, votre style du leadership doit être adapté à la maturité, enfin, d'accord, à la maturité, doit être adapté à la maturité de vos subordonnés. C'est-à-dire, en même temps, on pouvait utiliser plusieurs styles. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser des styles différents. Des styles différents en fonction de la maturité de vos collaborateurs ou là plutôt de vos subordonnés. Alors, dans votre équipe, vous pouvez avoir 4 niveaux de maturité. Alors, il y a le niveau 1, ce qu'il appelle M1. Pour lui, pour cet auteur, la maturité est évaluée, d'accord, et jugée en fonction de 2 critères. Ce qu'il appelle en anglais job maturity et psychological maturity. C'est-à-dire la maturité psychologique et la maturité de compétence, c'est-à-dire au niveau de travail. Alors, qu'est-ce qu'il entend par la maturité psychologique? C'est-à-dire c'est la motivation. Et la maturité, comment dire, du travail, c'est la compétence. Alors, j'explique d'une manière plus simple, autrement. Si vous avez une personne qui travaille avec vous, qui n'est pas compétente, en même temps, il n'est pas motivé pour apprendre ou pour changer. Vous pouvez avoir ce cas-là. Moi, en tant que prof, avec l'expérience de plus que 25 ans, j'ai eu ce type de cas d'étudiant. D'accord? Il n'est pas compétent, en même temps, il ne veut pas apprendre. Il n'est pas motivé pour apprendre. La même chose au sein de l'entreprise, vous pouvez avoir des ouvriers qui sont comme ça. Ils sont têtus, qui ne veulent pas apprendre. D'accord? En même temps, ils ne sont pas compétents. À votre avis, quel style il faut développer? Quel style il faut adopter à l'égard de ce type de personnes de niveau maturité 1? Ah? Carnassier. Non, non, oubliez ce qu'elle a dit, Makobi. Makobi, cette approche elle est plus intéressante, l'approche situationnelle, que celle de Makobi. Si vous étiez donc dans cette situation, oubliez Macarnassi, oubliez Companyman, oubliez tout ça. Autoritaire, voilà. Il faut utiliser le bâton et la carotte. Il faut utiliser un style autoritaire. C'est bon? C'est-à-dire, il faut utiliser le pouvoir, les 2 pouvoirs dont on a parlé la dernière fois, à savoir le pouvoir de récompense et le pouvoir coercitif, de punition. Si la personne fait son travail, donc vous lui donnez une récompense. S'il ne fait pas son travail, il faut le punir. Donc, automatiquement, vous allez utiliser un style directif, en même temps, un style autoritaire. Vous n'allez pas utiliser un style participatif avec ces gens-là. Ils sont d'ailleurs, ils ne sont pas compétents. En même temps, ils ne sont pas motivés. Alors, deuxième niveau de maturité, supposons que vous avez des personnes qui sont, d'une part, très compétentes, mais d'autre part, ils ne sont pas motivés. Vous pouvez avoir dans votre équipe des personnes qui sont très compétentes, mais qui ne sont pas motivées.
Donner des primes pour les motiver. Donner des primes pour les motiver. Oui. Monsieur, quelle est Donc, la question? le style qu'il faut utiliser avec ce type de gens, de niveau de maturité 2, un C'est style. animateur. Non, non, non. Oubliez ce qu'il a dit. Participatif. Non, non, non. Il n'est. Non. Ah, c'est- Donc, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Une personne très compétente et n'est pas Motiver. motivée. Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Un style, c'est vrai, un style participatif. Excusez-moi, un style participatif. Donc, il faut faire participer la personne à la prise de décision, d'accord, pour gagner son implication et pour l'adhérer aux objectifs de l'organisation. Donc, un style participatif. Alors, l'autre niveau de maturité, c'est lorsque vous avez des personnes, d'accord, des personnes qui ne sont pas compétentes, mais qui sont très motivées. Ils veulent apprendre. Donc, qu'est-ce qu'il... Hein? Non, non, pas participatif. Il n'est pas compétent. Non, il n'est pas compétent, tu ne peux pas lui demander de participer à la prise de décision. Il ne connaît rien, mais il est motivé. Il veut apprendre. Apprentissage. Paternaliste. Voilà, un style paternaliste. خصك تحتضنوا، خصك تعلموا، خصك تكونوا. Donc, il faut le former. D'accord? Donc, et l'encadrer. C'est bon. Et le prendre en charge. Alors, en plus, vous pouvez avoir quoi? Un style. Vous pouvez avoir un style. Pardon, vous pouvez avoir ce qui nous manque maintenant comme niveau de maturité. Le niveau 4. Le niveau 4, vous pouvez avoir des personnes qui sont très compétentes et très motivées. Très compétentes et très motivées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Le style démocratique. Qu'est-ce que vous entendez par style démocratique, mademoiselle? À ce moment, on C'est pourrait- style participatif, c'est ça ce que vous voulez dire? Consultatif. C'est ça. Attendez. Quand vous dites consultatif, c'est-à-dire demander la consultation, c'est demander la participation, tout simplement. C'est un style participatif. Est-ce que c'est clair? Donc, alors, vous avez des personnes très compétentes et très motivées. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce type de personnes? Quel style il faut opter? Donc, un style délégatif. Donc, il faut lui déléguer le travail. Ça fait. Il est très compétent, il est très motivé. Tu vas pas, donc tu peux lui déléguer, donc les tâches ou le travail à faire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, on a ici 4 styles. Style autoritaire avec le niveau de maturité 1, à savoir les personnes qui ne sont pas compétentes et qui ne sont pas motivées. Vous pouvez opter pour le style participatif pour les personnes qui sont compétentes, qui ne sont pas motivées. Vous pouvez opter pour le style paternaliste pour les personnes qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas compétentes, mais qui sont motivées. Quand vous pouvez opter pour un style, comment dire, un style délégatif pour les personnes qui sont compétentes et en même temps motivées. Alors, le meilleur leader, c'est celui qui n'a pas un seul style de leadership. Il peut donc adopter le style en fonction de quoi? La situation. En fonction de la maturité. Le niveau de maturité des salariés. Voilà, en fonction de la maturité des subordonnés. Parce que si vous êtes participatif avec le niveau de maturité 1, est-ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs? Non. D'accord. Vous ne pouvez pas être participatif, adopter un style participatif avec des gens qui ne sont ni motivés ni compétents.
Est-ce que lorsque vous allez opter pour le style participatif avec des personnes qui ne, ou là plutôt le style autoritaire avec des personnes qui sont motivées et compétentes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas apprécier. Vous allez les démotiver avec votre style. En même temps, ils peuvent même quitter l'organisation. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Donc, le mauvais leader ou là, le mauvais dirigeant, c'est celui qui opte pour un seul style. Et, machallah, il y en a beaucoup comme ça. Des dirigeants qui ont un seul style de leadership. Ils sont soit totalement autoritaires, ou là, totalement participatifs. Donc, il faut adapter votre style de leadership en fonction de la maturité du personnel. C'est-à-dire, au sein de votre organisation, vous pouvez avoir 4 styles en même temps. En même temps, il faut le faire savoir aux autres. Il faut le faire savoir au personnel. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas équitable, vous n'êtes pas injuste. C'est-à-dire que moi, en tant que dirigeant, je peux changer mon style si vous changez votre niveau de maturité, si vous évoluez. Et le meilleur leader, c'est celui à qui on donne des personnes de maturité niveau 1 et après, il les transforme pour les rendre de niveau de maturité 4. C'est-à-dire, on lui donne des personnes qui ne sont ni compétentes ni motivées, mais avec le temps, il les transforme en personnes compétentes et motivées. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. 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 RC. D'accord? Si vous cherchez sur Internet, marquez juste leadership situationnel. Leadership situationnel. Inch'Allah, vous aurez assez de documents pour lire, pour développer. D'accord? Si vous cherchez ça dans Google Scholar. Google Scholar. C'est bon? Oui. D'accord. Maintenant, on va donc essayer de voir la différence entre un manager et un leader. Donc, c'est vrai que les termes management et leadership ne sont pas synonymes. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une différence entre un manager et un leader. Donc, un manager a des compétences en matière de planification, d'organisation, de contrôle, etc. Tandis que le leader a, comme nous l'avons déjà souligné, dispose d'un pouvoir d'influence sur les autres. C'est pourquoi on peut avoir des managers qui ne disposent pas de toutes les qualités d'un leader et vice-versa. Et des leaders qui n'ont pas les compétences d'un manager. Et le meilleur, c'est d'avoir les deux, avoir un manager leader. D'accord? Alors, en s'inspirant des travaux de Warren Bennis menés dans ce domaine, Bergeron décrit le leader comme une personne qui veille sur les intérêts des autres. D'accord? Donc, il pense d'abord aux intérêts des autres avant les siens, qui inspire confiance. D'accord? C'est une personne qui est digne de confiance. C'est bon. Alors, regardez comment votre religion, l'islam, vous éduque à devenir de grands leaders. D'ailleurs, le prophète sallam nous a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi. Donc, automatiquement, si vous êtes un bon croyant, vous allez toujours veiller aux intérêts des autres. C'est vrai ou non? Oui, c'est vrai, monsieur. C'est comme ça, le prophète sallam, il a éduqué, il a formé de grands leaders avec ses valeurs de notre culte. Inspirer confiance. Inspirer confiance, donc il faut d'abord faire confiance aux autres pour gagner leur confiance. Et pour faire confiance aux autres, il faut toujours penser positivement des autres. Penser positivement des autres, ceci nous renvoie à la tradition prophétique qui nous dit il faut toujours penser du bien des autres. حسن الظن بالآخرين. خصك تحسن الظن ديما في الإنسان أو في الأخ ديالك ديما خصك تحسن فيه الظن. Là, ça va être senti parce que normalement, lorsque vous pensez du bien et vous pensez positivement de quelqu'un, il va le sentir. Et vous allez gagner sa confiance.
Un leader remet en cause le statu quo. Alors, le statu quo, c'est un mot d'origine latin. Donc, il y a beaucoup de mots qui sont d'origine latin qu'on étudie en management, comme homo economicus, d'accord, firma, d'accord, homo economicus, c'est-à-dire l'homme rationnel. Statu quo, donc c'est un mot d'origine latin qui signifie dans l'état, d'ailleurs vous avez l'explication en bas de la page 45, c'est dans l'état où se trouvaient bien sûr les choses, c'est-à-dire garder la situation telle qu'elle. Il ne faut pas chercher à la changer. Et d'ailleurs, la plupart des dirigeants, lorsqu'on on leur donne une situation à diriger, ils cherchent toujours à la maintenir. D'accord? Ils cherchent toujours à la maintenir. C'est ça ce qu'on appelle, ce qu'on dit, et c'est un terme utilisé souvent en économie ou en politique même, en politique, on dit que le gouvernement X a essayé de maintenir, vu la situation de crise économique, il a essayé de maintenir le statu quo. Le statu quo, c'est-à-dire garder la situation telle qu'elle. Avec la crise ou avec la pandémie Covid, la plupart des dirigeants, ils cherchent maintenant à maintenir le statu quo pour que les choses ne se dégradent pas, d'accord, ou n'évoluent pas. C'est bon. Un leader pose les bonnes questions. Il pose des questions profondes, le pourquoi des choses. Il ne cherche pas à comprendre le comment, d'accord, mais il se pose toujours des questions comme le quoi et le pourquoi des choses. Un leader, comment dire, prend toujours des initiatives appropriées. Donc, des initiatives appropriées. En même temps, un leader s'intéresse aux résultats. Ce qui l'intéresse, c'est les résultats. Il ne cherche pas à perdre du temps pour connaître comment se fait le travail, mais le plus important, c'est aboutir aux résultats. Ceci, bien sûr, donne de la liberté aux personnes pour travailler. D'accord? Il faut juste les encadrer, mais le plus important, c'est qu'ils puissent atteindre les résultats déjà soulignés. Alors, se montrer un leader, donc il se montre toujours capable en usant de son influence et de son pouvoir de persuasion d'amener ses subordonnés à accomplir leurs tâches. C'est-à-dire, il a un pouvoir, ou plutôt, comment dire, un pouvoir de persuasion. Donc, il est persuasif. Donc, il arrive à convaincre ses subordonnés toujours pour réaliser leurs tâches. Et un leader, il parvient souvent à atteindre ses objectifs. Ça veut dire quoi? Il est une personne qui est persévérante. Donc, pour lui, il n'y a pas d'échec. Au contraire, l'échec, c'est des leçons pour réussir. Donc, même l'échec, il le perçoit d'une manière positive pour ne pas refaire la même erreur une deuxième fois. Alors, Bennis, il travaille d'une manière, il présente d'une manière d'une manière synthétique, d'une façon un petit peu résumée, dans un tableau que vous allez voir dans la page 46, une comparaison entre les caractéristiques d'un leader et celles d'un gestionnaire. Alors, regardez la page 46, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous voyez dans le tableau? Donc, différence entre un leader et un gestionnaire. D'accord? Les caractéristiques d'un leader et d'un gestionnaire. Alors, rapidement, un gestionnaire administre. Un leader innove. Donc, le leader, toujours, il cherche à apporter du nouveau. C'est bon? Il y a de l'innovation, de la créativité chez le leader. Un leader est un original, tandis que le gestionnaire est une copie de son responsable. Il cherche toujours à imiter son responsable, le manager. Alors que le leader, il est authentique, il est original. Un leader, un manager assure le maintien de l'organisation. Le leader fait progresser l'organisation.
D'accord? Un manager, normalement, se fie, ou plutôt s'intéresse au système et aux structures. Un leader s'intéresse plutôt aux personnes et il s'intéresse aux gens. Un gestionnaire se fie au contrôle. Un leader, donc bien sûr le gestionnaire, il met toujours un dispositif de contrôle. Il n'a confiance que dans le contrôle, tandis que le leader a confiance dans les gens. D'accord? Un leader, en même temps, inspire confiance. Et en même temps, on crée un climat de confiance dans le travail. Un leader, un manager, excusez-moi, un manager envisage les choses à court terme, le leader les envisage pour le long terme. D'accord? Ça veut dire que le manager, il cherche juste à réaliser les objectifs à court terme. Le leader, il est visionnaire. C'est un stratège. Donc, il cherche à atteindre des objectifs à long terme. Un gestionnaire se demande le quand et le comment, alors que le leader, on l'a dit tout à l'heure, se demande le quoi et le pourquoi des choses. Un gestionnaire fixe son intention sur le bénéfice net. Le leader fixe son intention sur l'horizon, le futur. Un gestionnaire imite, un leader crée, il est créatif. Un gestionnaire accepte le statu quo. Donc, j'ai expliqué le statu quo, c'est-à-dire maintenir une situation telle qu'elle. Par contre, le leader remet en cause le statu quo. Un gestionnaire se comporte en bon petit soldat. Un leader prend ses propres décisions. Et enfin, un gestionnaire fait bien les choses. Le leader prend les bonnes initiatives. Donc voilà, ce tableau résume, d'accord, la comparaison entre les caractéristiques d'un gestionnaire et d'un leader. Alors, en conclusion, on peut également se référer au travail de Bauer, d'accord, Friedler, qui disent qu'il n'y a pas un style de leadership idéal. Il n'y a pas de one best way. C'est-à-dire, selon ces deux auteurs, il faut adapter votre style en fonction du contexte, donc en fonction de la situation. Et à ce titre, nous avons déjà évoqué l'approche contingente et situationnelle, c'est-à-dire lorsque je dis contingente, ce qui prend en considération le contexte et la situation, donc l'approche du leadership situationnel DRC. D'accord, qui dit normalement il faut adopter un style en fonction du niveau de la maturité du personnel. Le bon leader est en fait, dans le style du management, est cohérent avec sa personnalité. Donc, il adopte toujours un style cohérent avec sa personnalité. Il reste toujours une personne authentique. Un style en même temps qui est cohérent avec les attentes et le tempérament de ses subordonnés. En même temps, un style en fonction qui est cohérent avec les caractéristiques de l'organisation, c'est-à-dire qu'il prend en considération la culture de l'organisation, d'accord, les procédures de l'organisation, etc., ainsi que les caractéristiques de l'environnement. Est-ce qu'on travaille dans un environnement dynamique, un environnement stable? Ça dépend. Donc, il doit donc adopter son style en fonction de ces éléments. Autrement dit, il doit opter pour une approche contingente, c'est-à-dire qu'il prend en considération le contexte. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Oui, Il n'y a pas monsieur. de questions? S'il vous plaît, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Même, vous pouvez les poser en arabe, il n'y a pas de problème. ولا بالدارجة ما كاين حتى مشكل.
Pour moi, le fait le plus important, c'est de comprendre. Est-ce que vous avez tout compris? Ou il y a des éléments qui restent encore flous? C'est ça ce que je raconte depuis tout à l'heure. Vous avez tout un tableau. Bah, on a dit que déjà, je ne sais pas si vous étiez là avec nous ou non, on a dit d'abord déjà les deux concepts, management et leadership, ne sont pas synonymes. Il s'agit de deux concepts différents. Parce que l'origine du manager, ça vient du mot management. D'accord? Et le management signifie, c'est quoi? C'est un ensemble, on l'a défini déjà auparavant, comme un ensemble de processus de planification, d'organisation, de contrôle, etc. Et on a défini le leadership comme un pouvoir d'influence. Et on a dit qu'on peut avoir des managers qui n'ont pas les qualités d'un leader et vice-versa. On peut avoir des leaders qui n'ont pas des qualités de manager. Et le meilleur, c'est d'avoir les deux. Et même Bennis, après, il l'a présenté, pour vous rendre les choses plus claires, il a présenté donc une comparaison, vous l'avez dans la page 45, une comparaison entre les caractéristiques d'un gestionnaire et d'un leader. Je pense que j'étais très, très clair. Monsieur, Oui, oui, mademoiselle. mais vous avez dit qu'il faut être un manager et un leader en même temps. C'est-à-dire, c'est pas facile. J'ai dit le meilleur. J'ai pas dit qu'il faut être. C'est très difficile d'être manager en même temps leader. D'accord? Oui. Regardez, vous avez beaucoup de dirigeants, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine économique ou même dans les entreprises, qui sont très compétents au niveau du management. Mais leur profil de leadership est très faible. Parce que le leadership, comme on a défini la dernière fois, c'est un pouvoir d'influence. Et ce pouvoir d'influence a deux sources, d'accord, a deux sources. Les pouvoirs liés au poste, à savoir la légitimité. D'abord, il faut avoir une légitimité. C'est vrai que la plupart des dirigeants ou des managers, ils ont une légitimité. Il faut avoir, quoi encore? Le pouvoir de récompense et le pouvoir de coercition. Le pouvoir de récompense et le pouvoir de coercition qui peuvent s'exercer d'une manière tangible ou psychologique. J'ai déjà expliqué ça la semaine dernière. Oui. D'accord. monsieur. Alors, et il y a des pouvoirs qui sont liés à la personne, à savoir la compétence, voilà, et le charisme, charisme, le charisme. J'ai la compétence, un rapport avec votre formation, votre expérience, vos qualifications, d'accord? Donc, c'est la compétence qui vous donne une crédibilité pour influencer les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le charisme. Le charisme, comment on l'a défini? C'est comme une force magnétique naturelle qu'une personne exerce sur les La autres. personnalité de l'autre. Ça dépend de la forte personnalité et la plupart des dirigeants ne sont pas forcément charismatiques. Et j'étais très clair, j'ai expliqué même, j'ai rappelé de certaines traditions prophétiques si vous voulez développer votre charisme. Tu dois être aimé par Dieu. C'est bon, c'est bon. Alors, donc, j'espère qu'on a terminé avec le leadership. Si vous n'avez pas de questions, on passe au chapitre suivant, c'est-à-dire aux écoles de management. Est-ce que c'est clair Oui. ce qu'on a fait? Donc, on a déjà... Oui, oui. Je vous écoute. Oui, c'est bien clair. Un leader qui inspire confiance. بالدارجة تتشوفوا تثق فيه. صافي؟ فهمتيها دابا؟ كاين شي ناس تشوفهم ما تثقش فيهم لا يوحون لا يوحون بالثقة. كاين شي ناس تشوفهم تثق فيهم. هذه c'est inspirer confiance. OK, pour inspirer confiance, c'est-à-dire il faut également développer des
des présomptions positives à l'égard de votre personnel. خصك تنظر بشكل ايجابي البيرسونيل ديالك. ما تحقروش، ما تنظرليش واحد الحقره ولا بالتكبر. شي واحد غادي ينظر لك بالتكبر بطبيعه الحال tu vas pas il va pas gagner ta confiance. وكاين شي واحد لا تتعامل معاك باش تتعامل معاك بتواضع وتتعامل معاك فهمتي باحترام avec s'il te traite avec du respect, automatiquement il va inspirer confiance et en même temps il va gagner votre confiance. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? Oui, c'est clair. C'est bon. Je vous en prie. Eh ben, moi aussi, je vous remercie pour vos questions. Oui, dites-moi. Le statu quo. Statu quo, on a dit, c'est la première fois que vous entendez parler de ça. J'ai dit, ce n'est pas un terme français, mais il est utilisé presque dans toutes les langues latines. Et même, parfois, les anglo-saxons utilisent ça. Donc, on a dit que le mot est d'origine latine. Donc, le mot, il est latin. Latini, l'oral latinia. D'accord? Alors, le français, l'espagnol, l'italien, le grec, le portugais, d'accord? Toutes ces langues sont d'origine latine. D'accord? Et vous avez comment dire, les mots d'origine anglo-saxon. Alors, regardez la page 45 en bas de la page et lisez-moi. Lisez-moi ce que vous avez dans la page 45, en bas de la page. Il y a l'explication. Non, non, je parle à ce jeune homme. Est-ce que vous avez l'ouvrage? Alors, lisez ce qu'il y a. Oui, lisez-moi pour vous. Alors. Un mot d'origine latin qui signifie dans l'état où se trouvaient les choses. Voilà. J'ai donné l'exemple, par exemple, avec la pandémie Covid. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, les dirigeants? Ils essayent de maintenir le statu quo. تحاولوا يحافظوا على الأوضاع كما هي باش ما تدهورش أو ما تزيدش سواء اقتصاديا سواء صحيا. تحافظوا على الوضعية كما هي. نعم. Il essaie d'assurer la stabilité. Voilà, c'est ça un petit peu. C'est bon. C'est bon, on passe à l'autre chapitre. D'accord, oui. C'est bon? D'accord. Alors, les écoles de pensée en management. Alors, ce chapitre, on va voir d'abord trois courants. Pardon, plusieurs écoles d'abord, excusez-moi. On va voir d'abord l'école classique de productivité, l'école des relations humaines, l'école empirique, ou ce qu'on appelle l'école néoclassique, dont la plupart des auteurs étaient des praticiens. On va voir aussi l'école systémique, c'est-à-dire dont la plupart des auteurs s'inspirent de la théorie des systèmes que j'ai expliqué la dernière fois. Et on va conclure ce chapitre, le chapitre 2. On a déjà terminé le chapitre 1. Et on va conclure ce chapitre 2 avec l'école japonaise. Elle est très intéressante, cette école. Alors, premièrement, l'école classique, on l'appelle également l'école de productivité. Parce que l'idée principale de l'école classique, c'est qu'il faut obtenir le meilleur rendement, et vous soulignez ça très bien, le meilleur rendement des facteurs de production. Le meilleur rendement, c'est-à-dire il faut augmenter la productivité. Le meilleur rendement des facteurs de production. Alors, vous vous rappelez des facteurs de production, j'ai déjà développé, donc les facteurs de production à savoir le travail, le capital et les ressources naturelles. Alors, trois courants importants ont marqué l'évolution de l'école classique. Alors, vous avez le courant scientifique de Ford et de Taylor et de Ford. Vous avez ensuite le courant administratif de Fayol. Et enfin, vous avez le courant bureaucratique de Max Weber. C'est des courants très intéressants. D'ailleurs, on les applique, on les trouve jusqu'à maintenant dans la plupart des entreprises.
Alors, le courant scientifique de Taylor. J'espère que la plupart d'entre vous, ils ont déjà vu ça dans leur parcours d'études au lycée. D'accord? Le Taylorisme et l'organisation scientifique de travail. Donc, vous connaissiez, non? Vous avez déjà vu ça? Le Taylorisme et l'organisation scientifique du Oui. travail. Oui, D'accord. oui, Donc, monsieur. ça va être un rappel, ça va juste être un rappel, mais je ne pense pas que vous avez vu le modèle Fordiste d'une manière très développée. Non? Fordiste. Oui, de Ford. Nous avons déjà vu le Fordisme. D'accord. C'est pas avec une façon détaillée. Oui, oui, oui. Donc, il y a... ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, il y a ceux qui ont... Alors, la plupart, ils ont déjà fait un bac économique ou un bac gestion, mais pour les scientifiques, ils n'ont pas fait, mais ça va être un rappel. C'est pas un problème. Alors, je rappelle, Frédéric Taylor, né en 1856, mort en 1915. D'ailleurs, c'est un ingénieur mécanicien américain et qui est considéré comme le précurseur, c'est-à-dire mu'assis, du courant scientifique. C'est bon. D'abord, il se rend compte que l'on peut spécialiser les hommes. Donc, pour lui, la spécialisation augmente la productivité. Et qu'il faut leur apprendre leurs tâches. C'est-à-dire la spécialisation commence par l'apprentissage des tâches aux ouvriers. Après avoir scientifiquement étudié leurs mouvements ou les mouvements utiles au travail. C'est-à-dire, on observe. Donc, d'abord, avant d'apprendre aux ouvriers leurs tâches, on va d'abord observer leurs mouvements au travail et éliminer tous les mouvements inutiles. D'accord? Tous les mouvements inutiles, on va essayer de les éliminer. Alors, comment Taylor a fait ça pour garder que les mouvements utiles? Quand il a fait ça, je donne un simple exemple. Essayez d'imaginer, moi vous avez déjà vu ça, les ouvriers marocains ou là, les maçons marocains qui travaillent dans le bâtiment pour construire un mur. Comment ils le construisent? Donc, ils ont une masse de briques sur le sol. Et chaque fois qu'il veut mettre la brique sur le mur, il va s'incliner, prendre la brique, puis donc la mettre sur le mur. Alors, il y a donc 3 mouvements. Donc, il s'incline, puis il prend la brique, puis il se lève, puis il l'a mis sur le mur. Donc, il y a 4 mouvements ici. Il s'incline, puis il se lève. L'inclinaison, lorsqu'il s'incline, il se lève, il y a de la perte du temps. En même temps, ça va fatiguer rapidement l'ouvrier. Donc, Taylor, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. On va observer ces mouvements et après, on va éliminer les mouvements inutiles et garder que les mouvements utiles. Donc, prendre la brique et la mettre sur le mur. Donc, je vais enlever l'inclinaison et le fait de se lever. Donc, parce qu'il y a une perte de temps, en même temps, c'est un mouvement qui peut fatiguer l'ouvrier. Pour ce faire, on va lui mettre une table de travail. Au lieu de mettre la masse des briques sur le sol, on va lui donner une table à côté de son mur. Et sur la table, il va voir quoi? Il va voir ses briques. Ça va lui éviter de s'incliner. Il va plus s'incliner. Il va prendre directement la brique et la mettre sur le mur. Donc, on a enlevé 2 mouvements, d'accord, 2 mouvements inutiles. Et ça va améliorer la productivité, d'accord? Donc, il va construire le mur plus rapidement et avec moins de fatigue. Est-ce que vous avez compris avec cet exemple? C'est clair, voilà. Alors, c'est pour ça qu'il propose ensuite d'organiser scientifiquement les ateliers de cette manière. Donc, on va observer les mouvements de chaque ouvrier et éliminer tous les mouvements donc inutiles. Et en même temps, Taylor préconise une réforme du système de paiement. C'est-à-dire, au lieu de payer les gens
la journée, on va les payer en fonction de leur rendement. C'est-à-dire en fonction des pièces produites. Par exemple, vous allez être payé en fonction du nombre de pièces que vous avez produites. Et ça va créer quoi? Une concurrence entre les ouvriers. Et en plus, on donne des primes pour les ouvriers qui arrivent à produire plus. Est-ce que c'est clair? Ceci, donc, nous renvoie vers le principe du salaire au rendement et non pas le salaire horaire en fonction des heures travaillées. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, Taylor a publié 2 ouvrages, Shop Management en 1906 et la direction scientifique des entreprises en 1911. Alors, les principes du management scientifique ou là plutôt de la direction scientifique qu'on a trouvé dans son ouvrage, on peut les résumer de manière suivante. Premièrement, l'OST se base ou repose sur l'étude des relations entre l'homme et les machines. Donc, on essaie un petit peu quoi? D'observer les mouvements, éliminer les mouvements inutiles, en même temps adapter la machine au travail de l'homme. D'accord? En même temps, ceci va se faire comment? Comme je viens de le dire, par l'étude du mouvement, donc de l'ouvrier, pour découvrir les gestes qui sont moins fatigants. D'accord? Et en même temps, ceci va permettre au travailleur, ou plutôt à l'ouvrier, d'accomplir le travail dans une unité, bien sûr, de temps moindre que d'habitude. L'amélioration aussi du mouvement, lorsque j'améliore le mouvement des ouvriers, en éliminant ces mouvements qui sont, ou plutôt les gestes qui sont fatigants, ça va créer quoi? Ça va nous conduire vers le fractionnement des tâches. C'est-à-dire comment on va faire. Je donne un exemple pour mieux comprendre. D'ailleurs, l'exemple est dans l'ouvrage. Le personnel est formé à accomplir une tâche précise et limitée. D'accord? Une tâche précise et limitée. Par exemple, l'ouvrier qui soude la partie droite de la carrosserie seulement. Et vous avez, pour éviter le déplacement ou éviter le temps perdu en déplacement, un autre ouvrier qui va souder la partie gauche. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais mettre un ouvrier du côté droit pour souder la partie droite et un ouvrier du côté gauche pour souder la partie gauche. Tout simplement pour éviter le déplacement et la perte du temps et le risque. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est clair? Cet exemple? D'accord. Alors, la préparation du travail est séparée de l'exécution. C'est parmi aussi les principes de l'OST. Il y a des personnes, ce qu'on appelle les cols blancs, qui préparent le travail. Et vous avez les cols blancs, les cols bleus, les ouvriers qui ont des cols bleus, qui exécutent le travail. Donc, il n'y a pas de participation ici. Vous avez des gens qui préparent le travail et des gens qui exécutent. C'est ça un petit peu l'inconvénient principal du taylorisme. Donc, il n'y a pas de participation. En plus, vous avez la relation entre le salaire et la production, elle est étroite. C'est-à-dire que le salaire est lié aux quantités produites. Le salaire est lié aux quantités produites. C'est bon? Alors, ceci, bien sûr, nous renvoie vers le principe, comme je viens de le dire tout à l'heure, le salaire au rendement. Alors, la division des tâches est complétée par la proximité du contrôle. C'est-à-dire, pour chaque équipe de 5 ou de 6 personnes exécutants ou ouvriers, il y a un chef d'équipe. Un chef d'équipe qui est présent, d'accord? Qui est présent et c'est un spécialiste et qui intervient d'une manière ponctuelle selon les besoins.
Donc, c'est un spécialiste qui contrôle le travail des exécutants. Donc, il y a toujours un contrôle de proximité. Alors maintenant, on va parler des critiques faites à l'OST et au Taylorisme. Alors, les critiques concernent surtout la déshumanisation du travail. La déshumanisation du travail. C'est-à-dire le travail est déshumanisé. C'est-à-dire que l'homme devient comme un robot. D'accord? Donc, à force, puisque le travail est fractionné en miettes, en petites tâches, des tâches vraiment banales, il va devenir sans intérêt pour l'exécutant. Imaginez-vous en train de souder la partie droite d'un véhicule pendant 10 ans ou 15 ans. Ça va générer une lassitude et un désintérêt pour vous. D'accord? Vous allez devenir comme un robot. D'ailleurs, à ce titre, il y a un film dès les années, je pense, c'est le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. D'accord? À l'époque, il critiquait ce système. À l'époque. Vous l'avez déjà vu? Les Oui. personnes qui n'ont pas vu, je les invite et je le recommande vivement. Je vous recommande vivement de voir ce film. Il est intéressant. En même temps, il relate les inconvénients et les limites de ce système à travers un style humoristique de Charlie Chaplin. Donc, c'est une très bonne comédie. Vous allez vous amuser en regardant ce film. En même temps, donc, vous allez découvrir le style du taylorisme qui était déjà critiqué à l'époque. Alors, il y a beaucoup qui critiquent. Je pense même vos profs, ils vous ont parlé des critiques faites au taylorisme. N'est-ce pas? C'est vrai ou non? Alors, malgré les critiques, ce qu'il faut retenir que c'est l'approche de Taylor, il était adapté à son contexte. Il était bien adapté à son contexte socioculturel de l'époque. D'accord? Il a connu un grand succès et demeure aujourd'hui à la base de bien de pratiques managériales. On la trouve dans plusieurs secteurs au Maroc, dans le secteur textile, dans le secteur agroalimentaire, surtout les secteurs où il y a des ouvriers qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé. Vous avez du personnel qui n'est pas qui n'est pas bien formé, ou là plutôt il n'a pas un niveau d'instruction élevé. En plus, il ne peut pas évoluer. Surtout, imaginons, vous avez des ouvriers analphabètes qui ne savent pas lire et écrire, comme à l'époque de Taylor. Quel modèle ou quel style vous allez adopter? Il n'y a pas d'autre style, c'est-à-dire il faut diviser le travail en tâches banales, en tâches très faciles, et leur enlever les mouvements inutiles et leur apprendre le travail. Avec la répétition, vous avez leur habilité qui va augmenter. Et d'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, les Français ont recruté beaucoup de Marocains et de Nord-Africains dans leur grande industrie, telle que Renault, Peugeot, et vous aviez à l'époque des ouvriers analphabètes qui travaillaient dans ces usines et qui ont réussi à produire les fameuses voitures qui étaient réputées de leur solidité, de leur robustesse, comme Renault 12, la Renault 4, la Renault 5, la Renault 16, d'accord? Voilà, c'était des voitures très solides, mais produites par des ouvriers analphabètes, la plupart. Et en plus, ils étaient recrutés du milieu rural marocain. Il n'y avait pas de CV pour le recrutement. On recrutait les gens en fonction de leur force. D'accord? De leur force musculaire, tout simplement. Et quand même, qui ont pu construire les meilleures voitures, d'accord, de Renault et de Peugeot à l'époque. Mais grâce à ce système, au système taylorien. Donc, il ne faut pas trop critiquer également le taylorisme parce c'est un système qui peut être valable. D'ailleurs, il était bien adapté à son contexte socioculturel à l'époque.
Alors, depuis les années 60, les critiques faites au taylorisme ont été prises en compte. C'est-à-dire les critiques, le fait de déshumaniser, rendre le travail sans intérêt, générer de la lassitude chez le personnel, tout ça a été pris en compte, d'accord? De ce qu'on appelle l'enrichissement des tâches. C'est-à-dire on a formé les exécutants ou les ouvriers à plusieurs tâches en parallèle. Donc, on les a regroupés en équipes où ces tâches étaient exécutées par roulement. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais souder la partie droite, le lendemain, je vais souder la partie gauche, et après. Non, mais ça reste toujours des tâches banales. D'accord? Ça reste des tâches banales. C'est-à-dire, on forme les gens à réaliser 2 ou 3 tâches comme ça pour éviter la lassitude. C'est bon. Et en même temps, on a comment dire, on a développé le processus de contrôle, plutôt on a essayé d'alléger ce processus de contrôle par la formation à l'autocontrôle. C'est-à-dire les ouvriers, ils étaient formés à l'autocontrôle. Au lieu d'avoir un chef d'équipe qui supervisait directement le travail, donc on a formé les ouvriers à faire leur propre contrôle, de l'autocontrôle. C'est les deux, d'accord, les deux améliorations qu'on a apportées au taylorisme. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Maintenant, on va voir les principes du modèle fordiste. Alors, les innovations apportées par Ford au taylorisme dans le domaine de l'industrie de l'automobile s'articulent généralement autour de 3 axes. Vous savez que Ford, pour d'ailleurs, si vous voulez développer vos connaissances en la matière, il n'y a pas mieux que, comment dire, que l'ouvrage, qu'un ouvrage de Boyer, d'accord, l'ouvrage de Boyer, l'ouvrage s'intitule L'après-Fordisme. L'après-Fordisme. Ce serait bien d'ailleurs, vous avez les références en bas de page. Donc, si vous voulez comprendre bien, très bien le système capitaliste, si vous voulez comprendre le système capitaliste dans lequel on vit actuellement, je vous invite à lire cet ouvrage. Vous allez trouver sur Internet l'après-Fordisme. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il a apporté Ford? Ford, d'abord, il a poursuivi l'œuvre de Taylor. Il va introduire les méthodes tayloriennes de rationalisation de travail dans ces usines de production de l'automobile. Je parle ici du constructeur Ford et du fondateur qui est le Ford, qui est mort juste après la pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1947. Alors, le modèle fordiste, de production fordiste, cherche à développer aussi bien la production de masse par la standardisation de production, en même temps la consommation de masse par le principe de $5 a day. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié ça. Alors d'abord, j'explique ce que c'est le premier principe. Donc, d'abord, il y a le travail à la chaîne. Le travail à la chaîne, donc il y a 3 principes fordistes. Donc, le travail à la chaîne qui se base sur la circulation automatique des pièces sur la ligne de montage, devant une série d'ouvriers fixés, d'accord, à leur poste de travail. Et vous allez voir ça dans le film dans le film de Charlie Chaplin, d'accord, qui répète toujours les mêmes gestes. Le deuxième principe, c'est la standardisation de production. La standardisation de production consiste à produire en grande série des produits, d'accord, standards, les mêmes. En même temps, des pièces substituables, c'est-à-dire je peux changer cette pièce par une autre pièce, d'accord, qui est qui a une forme standard. Alors, la production en masse qui est due dans le fait de standardiser, vous allez automatiquement augmenter votre production. Cette standardisation a permis à la firme de Ford de réduire ses coûts et de bénéficier de ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Donc, vous connaissez bien ce principe d'économie d'échelle. Est-ce que vous le connaissez? Je rappelle. Vous connaissez l'économie d'échelle ou je fais un petit rappel?
Alors, dites-moi, je- quel type de coût vous baissez? Non, Unitaire. non, pas le coût unitaire seulement. Coût de revient. Coût de Augmenter la revient. Qu'est-ce qu'il y a dans production. la... Attendez. Dans le coût de revient, il y a les coûts, il y a les charges variables et les charges fixes. Et les charges fixes. D'accord. Donc, il y a deux coûts. Hmm? Full cost. Il y a deux dans le coût total. Il y a deux coûts. Il y a donc les charges fixes et les charges variables. Alors, en fait, l'économie d'échelle, c'est-à-dire va nous permettre de baisser le coût de revient. C'est vrai, le coût de revient en fonction des unités produites. Comment? C'est-à-dire la répartition des charges. Voilà. Attendez. C'est la répartition des charges fixes sur le nombre des unités produites. Alors, donnez-moi des exemples de charges fixes. Dotation des amortissements. Dotation aux amortissements, le loyer, le personnel administratif, etc. C'est bon? Voilà. La main-d'œuvre des ouvriers, non. C'est une charge variable. Laquelle? Sauf si le personnel, les ouvriers, normalement les ouvriers sont payés en fonction des heures de travail. S'ils ne travaillaient pas, ils vont être en chômage économique. Hein. D'accord? Et comme font la plupart des industries ici, comme Renault ou la Yazaki, etc., ils ont ce qu'on appelle le personnel intérimaire. Le personnel intérimaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a une baisse de production, parce qu'on ne recrute pas directement le personnel, on passe par des boîtes d'intérim, des boîtes de recrutement. C'est-à-dire lorsque la production baisse, on arrête ce personnel. Hein. On l'arrête parce qu'il n'a pas un contrat avec l'usine directement. Est-ce que vous avez compris ce principe? Vous avez déjà entendu parler des boîtes d'intérim, non? Oui, monsieur. D'accord, voilà. Non. Non, boîte d'intérim, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans Renault, dans la TFZ ici à Tanger. Beaucoup de personnes, des milliers de personnes qui passent par des boîtes d'intérim. C'est des boîtes de recrutement. Moi, par exemple, Renault, je ne veux pas recruter le personnel. Je ne veux pas faire un contrat avec le personnel. Je veux faire un contrat avec un recruteur, une société de recrutement. Et cette société va recruter du personnel. Et moi, je paye la société de recrutement. Et cette société, il va payer le personnel qu'il a recruté. C'est-à-dire, lorsque j'ai une baisse de procès dans le contrat, une baisse de production, là, une crise, j'arrête mon contrat avec la société de recrutement. C'est bon? Et je ne paye pas, c'est-à-dire, je paye pas d'indemnité de licenciement, je ne paye rien. Et c'est l'autre société qui a déjà un contrat avec les ouvriers, comme quoi ils ont une tâche ou une mission intérimaire. C'est-à-dire qu'ils vont travailler juste pour une certaine période déterminée. Est-ce que c'est clair? Oui, aussi. Donc, c'est pour ça, tout le personnel intérimaire, c'est des charges directes. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, revenons pour mieux comprendre, je vais donner un exemple pour mieux comprendre l'économie d'échelle ainsi que la déséconomie d'échelle. Supposons j'ai une usine de menuiserie qui a des charges fixes de 20 000 dirhams. Dans les charges fixes, il y a le loyer, la dotation aux amortissements pour le matériel acheté. Il y a quoi encore? Il y a le personnel administratif. C'est bon? Et pour les charges variables, il y a quoi encore? Il y a la matière première et les ouvriers. C'est bon, y compris l'électricité, etc. Ou l'énergie utilisée pour produire. Alors maintenant, supposons que je reçois alors le coût variable unitaire d'une table, il est de 500 dirhams. 500 dirhams. Et les charges fixes,
qui ne dépendent pas des unités produites, ils sont de 20 000. Si je reçois une commande de 10 tables, combien ça va me coûter la table? Le coût de revient. Allez, rapidement. 10 000. Comment? Hein? 10 000. Combien? 10 000. Quand vous avez fait le 50. calcul, mademoiselle? 50 000. 5 000. C'est très simple, l'exercice est très simple. Vous avez 20 000 divisé, c'est des charges fixes, divisé par 10 tables. Ça va vous donner 10 000 ça va vous donner 2 000 dirhams par table de charges fixes. Plus le coût variable unitaire, 500. La table, ça va vous coûter 2 500, sans ajouter une marge. C'est-à-dire, je n'ai pas parlé de prix de vente. D'accord? Ça va vous coûter 2 500, le coût de revient. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? Non. Qui a dit non? Donc, mademoiselle, la même mademoiselle qui a dit non. Vous avez 20 000 dirhams de charges fixes divisé par 10 tables. Vous avez produit que 10 tables. Vous avez reçu qu'une commande de 10 tables. 20 000 divisé par 10, charge fixe par une table, ça va vous coûter combien? Ça va vous coûter la table? Pour les charges fixes, 2 000. Plus 500 dirhams de coût unitaire variable, ça va vous faire 2 500. 2500. Maintenant, si je reçois une commande de 100 tables, ça va me coûter combien la table? Combien ça va me coûter la table? Combien? 20 000 divisé par 100, ça va faire 200. 200 plus 500, ça va vous faire 700 dirhams. Donc, regardez, le coût a baissé de 2700, de 2500 à 700. Maintenant, si je reçois une commande de 1000 tables, c'est-à-dire la capacité maximale de site de production, je peux produire seulement 1000 tables par mois. Je reçois une commande de 1000 tables. Combien ça va me coûter la table? 520. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Que chaque fois que j'augmente les unités de production, les unités produites, chaque fois que j'augmente les unités produites, vous avez le coût qui diminue. Il diminue par les charges variables? Non, les charges variables, ils restent les mêmes. Par l'augmentation. Par la répartition des charges fixes sur le nombre des unités produites. C'est-à-dire 20 000, les unités produites, qu'on divise sur les unités produites. Donc, c'est ça un petit peu. C'est ça un petit peu l'économie d'échelle. Est-ce que c'est clair l'économie d'échelle? Oui. Alors maintenant, supposons que ma capacité de production, il est de seulement 1000. Je ne peux pas produire plus que 1000. Sinon, si je devrais produire plus que 1000, je dois recruter des ouvriers en plus, je dois acheter du matériel en plus, et je dois avoir un nouveau local en plus parce que je n'ai pas assez d'espace pour produire, pour stocker, et je n'ai pas assez d'ouvriers. Et si je reçois par exemple une commande de 1500 tables, qu'est-ce que je dois faire à ce moment? Je dois refuser. Si je refuse, je perds le client. Qu'est-ce que je dois faire? Si j'augmente l'effectif des salariés, si j'achète encore du nouveau matériel, si le coût sera… Voilà, je vais sous-traiter les 500. Les 1000, je vais les produire et les 500, je vais donner ça à une autre entreprise pour produire à ma place les 500. Et c'est moi qui va contrôler la qualité de cette entreprise. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais faire la sous-traitance. Sauf si je suis sûr que chaque fois, l'entreprise va me faire une commande de 1500. À ce moment-là, je vais investir. Je vais recruter du nouveau personnel, je vais acheter du nouveau matériel et je vais louer un nouveau local. À ce moment-là, pendant la première commande, je ne vais pas gagner. Pourquoi? Parce que j'ai fait des investissements.
il me faut du temps encore pour récupérer ces investissements. À ce moment-là, je vais tomber dans le problème de quoi? Dans le problème de la déséconomie d'échelle. Des économies d'échelle. Lisez en bas ce que ça veut dire des économies d'échelle, c'est-à-dire lorsque l'augmentation de la taille de l'unité de production s'accompagne d'investissements supplémentaires qui génèrent un accroissement des coûts unitaires. Maintenant, on tombe dans le domaine, dans le phénomène de quoi? De l'économie, de la déséconomie d'échelle. Est-ce que c'est clair? Le principe de déséconomie d'échelle? C'est très clair. D'accord. Le dernier principe de l'OST, plutôt du Fordisme, excusez-moi, c'est le principe de Five the Last Day, qui repose sur l'idée d'associer la production de masse. Donc, vous avez compris ce que c'est la production de masse. La standardisation nous permet de produire en grande quantité. Et lorsqu'on produit en grande quantité, on va, faire baisser le coût. D'accord? La baisse des coûts ou la réduction des coûts, d'accord, nous permet de bénéficier d'économies d'échelle. Et tout ça, c'est pour vendre avec des produits compétitifs. On va produire en masse, on va produire en grande quantité. À ce titre, Taylor disait à l'époque que tout le monde aura la voiture de la couleur qu'il souhaite, pourvu qu'il soit noir. Il produisait un seul modèle, Forte, noir, pour tout le monde, mais en grande quantité, en grande série. D'accord? Et avec des prix très compétitifs, Ceci a permis quoi? A permis au personnel de Ford d'acheter les voitures qu'il produisait. Alors, Ford, il est très intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté le salaire. Il a augmenté le salaire de ses ouvriers. Parce qu'à l'époque, le salaire moyen d'un ouvrier était de 3 $. Lui, presque, il a doublé. Il payait 5 $ par jour. Parce qu'à l'époque, on payait par jour. D'accord. Donc, 5 $. Ceci a permis aux ouvriers d'acheter les voitures qu'ils produisaient. C'est ça un petit peu le principe de la consommation de masse. C'est bon? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, c'est clair. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ford comprenait bien le mécanisme du capitalisme. Parce que le système capitaliste est basé sur la consommation. Et c'est pour ça qu'on appelait aujourd'hui que nos sociétés sont des sociétés de consommation. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Ford? Il a augmenté le salaire pour augmenter la capacité de consommation, la force plutôt, pour augmenter la capacité de consommation des ouvriers, pour qu'ils achètent donc même eux, ils arrivaient à se procurer une voiture. Parce que dans le système capitaliste se base essentiellement sur la consommation. Lorsque on fait augmenter la consommation, c'est-à-dire lorsque les gens ont un pouvoir d'achat, donc Ford a augmenté le pouvoir d'achat des ouvriers pour pouvoir consommer. Donc automatiquement, Ford va générer des marges en plus. Ces marges vont permettre à Ford d'investir encore en plus et de produire en plus. Ça va encore permettre à Ford de donner plus d'offres, c'est-à-dire de créer de l'emploi et d'investir en plus et de créer des marges en plus. Et ça fait prospérer l'économie. Par contre, maintenant avec la pandémie, ça a eu des conséquences sur la consommation. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des gens a baissé. Et lorsque le pouvoir des gens baisse, c'est-à-dire que la consommation va baisser. Et si la consommation baisse, il y aurait moins de marge pour les entreprises. Les entreprises, ils vont réaliser des pertes. Ils vont parfois désinvestir. Au lieu d'investir, ils vont désinvestir. Et ça va générer ils vont offrir moins d'emplois. Parfois, ils vont même licencier. Et on va se retrouver avec le phénomène de chômage. Le phénomène de chômage va accentuer la baisse de la consommation.
Et on va rentrer dans un cycle régressif. C'est très difficile de sortir de cette crise. D'accord? Chaque fois qu'il y a moins de consommation, d'accord, ça va générer des pertes pour les entreprises, donc des désinvestissements. Les gens ils vont même arrêter les investissements, plus de chômage, et la consommation va baisser et on rentre dans un cycle, d'accord, dans une spirale, un cycle infernal. Et ça va créer automatiquement des crises économiques. Qu'est-ce qu'ils font normalement comment dire, les pays qui optent pour ce système capitaliste? Parfois, il y a l'État qui, par exemple, donne des aides, d'accord, des aides aux consommateurs pour pouvoir consommer juste pour rétablir l'économie. Et c'est pour ça que dans les pays européens, les salaires ils sont très importants et parfois il y a même des aides comme par exemple des aides. En France, il y a ce qu'on appelle le revenu minimum d'insertion, c'est-à-dire les personnes qui ne travaillent pas, ils peuvent bénéficier d'un revenu minimum d'insertion à peu près de 8 000 dirhams, même s'ils ne travaillent pas. Je ne parle pas des personnes qui touchent le chômage. Je parle des personnes qui ne travaillent pas, juste pour encourager la consommation, pour que les entreprises puissent, bien sûr, vendre leurs biens, d'accord, ou leurs services. Et en même temps, si les entreprises réalisent des marges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien sûr donner plus d'opportunités de travail aux gens qui n'avaient pas de travail à ce moment-là, et l'économie va reprendre. Est-ce que c'est clair? C'est clair ce que je disais? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. D'accord. Alors, d'ici là, je vous demande de faire, Inch'Allah, une synthèse de ce qu'on appelle de la page. Alors, vous avez le courant administratif de Fayol. En fait, une synthèse de ça. Le courant bureaucratique de Max Weber, ainsi que l'école des relations humaines. Donc, je vous demande de lire ça et de me faire une synthèse dans votre dans votre cahier, excusez-moi, dans votre cahier. Une partie, vous allez dédier à la synthèse et l'autre partie au lexique. Et j'aimerais bien, avant de commencer la semaine prochaine, Inch'Allah, donc qu'on commence par les questions. Donc, avant d'entamer le cours. Est-ce que tout est clair? Est-ce que ce que j'ai dit est très clair ou non? Très clair? Pas de questions? Les deux chapitres. Comment? Monsieur, concernant les deux chapitres. Oui. Tout est clair. D'accord. Si tout est clair, donc je vais vous dire, Inch'Allah, à la prochaine. D'accord? D'accord. D'accord. Allez, à la prochaine et bon courage. Et que Dieu vous préserve contre tout mal, Inch'Allah. Merci. Allez, salam, Allah yufaq. Salam alaikum. Monsieur, Allez, au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.